Je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan, un podcast pour vous aider à être plus serein en comprenant, avec nuance, la complexité du monde et en inventant activement le monde à venir. Pour votre confort, cet épisode a été séparé en 2 parties. Ceci est le début de la 2e partie. Une question que je me posais par rapport aux apps de dating également, c'est... Il y a une remarque que m'a fait Olivier Sibony, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Qui a écrit, quelque chose, ouais. Il a écrit entre autres Noise avec... oui, bien sûr, mon Dieu. Avec un prix Nobel d'économie. Bien évidemment, oui. Où on parle de la prise de décision et donc de ce que on aime appeler l'intuition. Et lui, il dit, parce qu'en fait, je lui pose des questions, parce qu'il dit, en fait, l'intuition, c'est pas forcément un bon ami. Il s'intéresse en plus à tous les biais cognitifs qui viennent déformer l'intuition. Et donc, il dit, quand tu fais un entretien d'embauche, par exemple, il faut avoir tout un set de questions. Et ensuite, tu peux éventuellement activer ton intuition. Et je lui dis, mais est-ce que c'est pareil quand tu rencontres quelqu'un? Il dit non. Parce qu'en fait, ça me fait rebondir par rapport à ce que tu disais, parce que les gens sont persuadés que l'enjeu, les 80% du boulot, c'est de rencontrer la personne. Alors qu'en fait, c'est 20% du boulot. 80% du boulot, c'est le travail que tu vas être prêt à mettre dans la relation. Et simplement, le fait de rencontrer, que tu te dises, que tu te racontes à toi-même que c'est la personne, ça va te donner la motivation de faire le travail. Mais au final, alors bien sûr, tu peux pas te maquiller avec n'importe qui. Il faut qu'il y ait des échanges de valeurs, etc. Mais néanmoins, tu pourrais te maquiller avec beaucoup plus de personnes que tu ne crois. Parce qu'en fait, l'enjeu, c'est quand même le travail que tu vas être prêt, la communication, tu vois, les efforts que tu vas être prêt à mettre dans la relation, plutôt que de rencontrer the one, tu vois l'expression qui pour moi n'existe pas en plus. Et en fait, voilà, il n'y a pas the one. Et en fait, je pense que c'est aussi un message qui est important. Et peut-être que les applications, elles essayent de vendre c'est pas faux. L'idée de The One, alors qu'en fait, l'enjeu, c'est de savoir... Il y a d'ailleurs une série sur Netflix qui s'appelle The One, et qui se base sur... c'est pour ça, soit c'est rigolo que t'en parles. Ouais. Et du coup, je l'ai pas vu. Mais... Qui est pas folle, hein. Enfin, le pitch est bien, mais voilà, donc regarde pas. Et qui, du coup, en fait, est-ce que... Parce que les critères que mettent les apps de dating, c'est des critères très basiques. Trop simple. Donc la taille, enfin pas le poids, mais t'as la taille, le travail, par la photo, les origines caucasiennes. Oui, voilà. En fait, tout se passe par là. D'ailleurs, je pense que 80% du choix se fait sur la photo. Bien sûr. Je pense qu'il y a très peu de mecs qui lisent les profils. Je pense que les filles lisent peut-être un peu plus. Non, je crois pas. Non, ça c'est beaucoup sur les photos, quoi, en gros. Et qui est un super mauvais critère. Enfin, je veux dire. On le sait. Parce que la séduction, elle se joue. Enfin, il y a tellement une question d'énergie, il faut rencontrer les gens, etc. Mais surtout, finalement, il faudrait quasiment demander. C'est quoi l'introspection que tu as fait sur toi? Dans quelle mesure tu es prêt à communiquer, etc. Parce qu'en fait, l'enjeu d'une relation, c'est surtout la communication et le travail que tu es prêt à mettre dedans. Complètement. Il y a 2 choses sur ce que tu dis. Alors, la première, The One, je l'explique dans le livre, c'est que The One, l'amour parfait, le grand amour, peu importe, je pense que c'est quelque chose que tu définis a posteriori, où tu peux dire, moi, tu vois, j'ai rompu avec la personne avec qui j'ai passé 11 ans et je considère que ça a fait partie de mes grands amours, tu vois. Bien sûr. Et t'as le droit de le dire, tu vois, même si t'es plus avec la personne. Moi, j'ai pas de haine ou quoi que ce soit. Contrairement à lui, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. On l'embrasse. Voilà, on l'embrasse. Mais vraiment plus sincèrement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un paradoxe, ça. Parce que la personne, the one, si on doit la bonne personne, c'est un paradoxe parce que les relations que tu as dans le passé, elles ont une raison souvent d'exister, il faut pas les regretter, et elles ont fait en sorte de mieux te comprendre, de savoir ce que tu veux, de savoir ce que tu ne veux pas, et du coup, tu vois, la personne avec qui je suis aujourd'hui, je l'aurais rencontrée il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 3 ans, ça aurait pas été forcément une personne avec qui j'aurais matché. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'autant lui que moi, on a un moment de maturité, de savoir qui on est et qui fait que ça marche. Et puis après, il y a ce que tu dis, c'est les valeurs. Et ça, pour le coup, tu vois, par exemple, il y a eu une étude sur laquelle je m'étais appuyée. Alors, ça a fait un gros buzz parce qu'on m'a dit Aurélie a dit ça. Mais non, Aurélie a dit rien. Aurélie, elle se base sur une étude statistique qui montrait, qui ne démontrait pas, mais qui montrait, utilisons les bons termes, que tu avais plus de couples qui se réalisaient à partir d'une application comme LinkedIn, d'un réseau professionnel, j'ai trouvé ça intéressant, qu'une application de rencontre. Alors là, les gens commencent à dire oui, c'est l'élitisme, c'est machin. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai pas du tout analysé de la sorte. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il y a quelques mois, il y a LinkedIn qui a sorti une application de rencontre intégrée. Moi, j'ai découvert ça, c'est dingue. Où tu peux dire si t'es célibataire et si tu recherches à être en couple. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça. Enfin, c'est peut-être pas en France, mais aux États-Unis, c'est sorti. Enfin, peut-être que ça existe en France. Peut-être que c'était sur un bêta user, faut que je regarde.
Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'ai pas analysé comme ça, parce que typiquement, moi, je pense ne pas être la seule. On veut pas forcément un homme ou une femme qui a fait telle école. Enfin, c'est pas du tout ça. Non. Pour moi, c'est Par contre, il y a beaucoup de drague sur LinkedIn. Ça, beaucoup. Bah, moi, j'en parle, moi, beaucoup. Et c'est intéressant parce que ce qu'on recherche, et c'est ce que je pense, hein, sur LinkedIn, tu vois des choses que tu ne vois nulle part ailleurs, qui sont les sensibilités intellectuelles, politiques et émotionnelles. Et en fait, bien plus que tout le reste, tes valeurs, c'est tes sensibilités émotionnelles, intellectuelles, politiques. Tu vois, moi, par exemple, je pourrais pas, si tu veux, être avec quelqu'un très réac, ou je pourrais pas être avec quelqu'un pas ouvert, je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'est pas curieux, qui ne, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et c'est pas de l'élitisme ou quoi que ce soit, c'est juste je suis comme ça, tu vois. Bien sûr. Voilà, tu vois, et même politiquement parlant, je pourrais pas être avec quelqu'un qui vote dans les extrêmes, je pourrais pas, c'est pas possible, c'est pas moi, tu vois, et j'y arriverais pas, en fait. Et en fait, ça, tu le vois sur LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois les gens généreux, tu vois les gens narcissiques, tu vois les gens altruistes, tu vois les gens intéressés par l'autre, tu vois, au bon sens du terme, tu vois les gens curieux. Si tant est qu'ils partagent du contenu. Ouais, mais s'ils partagent pas de contenu, ils vont liker et commenter. Tu le vois très vite. C'est vrai. LinkedIn n'est pas du tout comme un réseau social comme Twitter, Snapchat, TikTok ou Instagram. C'est pas un réseau social sur lequel tu vas aller pour aller stalker. Non, tu vas sur LinkedIn pour t'engager. Et du coup, il y a plein d'études qui ont démontré ça. T'as pas du tout les mêmes comportements. Et forcément, quand tu te retrouves sur LinkedIn, quand tu vois des gens, c'est qu'ils s'engagent, ils likent, ils commentent, ils partagent. Et donc, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup des gens. Tu vois. Et puis tu vois l'entourage aussi. Tu sais, au sens anglais du terme, américain du terme, the entourage, c'est les gens qui constituent ta tribu, les gens avec qui tu vas souvent, dont tu vas souvent liker. Voilà. Et des gens que tu as l'air de bien connaître. Et ça définit aussi qui tu es, tu vois. Tes amis, ton entourage, les gens avec qui tu travailles et avec qui tu t'exposes publiquement, si tu veux, sont aussi des gens qui reflètent qui tu es, à mon sens. Mais alors du coup, c'est vrai que, enfin, moi je sais pas si je me fais draguer sur LinkedIn parce que moi je suis assez nul pour me rendre compte si je me fais draguer ou pas, mais c'est vrai, je confirme, tu le vois jamais. Mais je le dis aussi hein, dans mon livre, je vois pas quand on me drague. Et par contre, quand je veux exprimer que quelqu'un me plaît, je sais pas non plus le faire, donc c'est une catastrophe. Voilà, on n'est pas très fort. Non, on n'est pas très fort, on n'est pas du tout équipé. Mais c'est pas grave. Mais j'imagine pour les personnes qui se font draguer, j'imagine plus des femmes. Je sais pas, c'est un biais de ma part, mais enfin, je l'assume. Je sais plus ça, les stats, je me souviens plus. Ça doit pas être hyper agréable de se faire draguer sur LinkedIn, sachant que la personne ne sait pas effectivement si t'es en couple, pas en couple. Je sais pas comment parce qu'en fait, c'est un réseau qui est pas fait pour ça. Ça dépend comment tu le fais. Ouais. Parce que tu pourrais aussi dire, si tu vas à un dîner ou si t'es dans la rue et quelqu'un essaie de tu vois, de flirter ou. Oui, c'est pas non plus. Tu pourrais dire, c'est pas le lieu pour ça. Bah oui, mais en même temps, c'est pourquoi pas, tu vois. Après, c'est la manière dont tu le fais. Tu vois, c'est pas toujours agressif. Moi, ça a été rarement agressif en réalité sur LinkedIn. Hein. C'est, tu vois, et moi, je fais très vite comprendre que voilà, ou je réponds pas parce que la personne je la connais pas. Enfin, c'est pas du ghosting quand tu la connais pas la personne. Hein. Faut que je précise quand même. Mais le truc c'est que j'ai jamais, peut-être une ou deux fois, mais sinon ça n'a jamais été agressif, tu vois, sur LinkedIn. D'accord. Parce que les gens, en fait, c'est quand même un réseau professionnel. Tu peux pas te permettre tout ce que tu veux. Et par ailleurs. Je veux dire, les gens. Moi, il y a des gens qui m'ont dit qu'Hitler était de gauche. Hein, donc, si tu veux... Pardon ? Moi, il y a des gens qui m'ont dit en commentaire ouvert que Hitler était de gauche. Donc, si tu veux, tu peux te permettre des choses hein, quand même. Mais, oui, c'est vrai. Mais t'as entièrement raison parce que je vois. Oui, tu as raison. Mais si tu veux, c'est différent. Tu vois, les gens s'engagent davantage. Et par ailleurs, si on revient sur les relations sentimentales, les gens, pendant très longtemps, se rencontraient pendant leurs études ou sur le lieu de travail. Ouais. Et donc, c'est pas complètement idiot que LinkedIn. Pour moi, ça a toujours été logique, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je comprends. Et encore une fois, je précise, je pense, je l'ai pas étudié, hein, mais moi, mon analyse personnelle, qui est sûrement qu'une opinion en réalité, vu que j'ai pas vraiment collecté de data pour le voir et le souligner, c'est qu'en fait, tu vois des sensibilités politiques, émotionnelles, intellectuelles sur LinkedIn que tu vois pas ailleurs. Voilà. Un petit peu sur Instagram, mais c'est très léger. Ouais. Et puis ça dépend les profils. Ouais. Et c'est surtout dans les stories et beaucoup moins dans le feed. Ouais, c'est vrai. Donc faut vraiment stalker la personne. Tu sens un peu, tu vois, les sensibilités des gens. Et puis, je sais pas, enfin bref. Mais LinkedIn, donc c'est un réseau sur lequel les gens se rencontrent. Et donc ce que tu dis, c'est que a priori, aux États-Unis, ça devient a thing. J'ai vu un truc passer. Où en fait, à vérifier, mais j'ai vu un truc passer où maintenant tu pouvais te dire si tu étais aussi à la recherche de quelqu'un sur LinkedIn. D'accord, pas vu. Mais j'ai pas trouvé ça idiot. Tu vois. Non, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Et puis au moins, ça permet de créer des barrières aussi. Est-ce que les personnes qui codent ces algorithmes intègrent des biais cognitifs à l'intérieur ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on dit les gens qui codent, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas développer un algorithme, donc c'est un solver.
dans le cas des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est un solver, et ce solver, donc, c'est quoi un solver ? Un solver, c'est par exemple un algorithme générique. Ça peut être un réseau neuronal, ça peut être une méthode pour aller catégoriser des points de données selon un apprentissage statistique, ou c'est une méthode pour résoudre un algorithme. Voilà, un problème. Donc tu vas créer un algorithme par ce solver, et en fait tu le crées par un calcul d'optimisation qui se fait par entraînement. Donc tu as plein de jeux de données. Je reprends le cas de l'apprentissage statistique qui est beaucoup plus facile à comprendre, à expliquer que le réseau neuronal, parce que là encore c'est encore un peu différent, mais quoique non, c'est peut-être plus simple le réseau. Ouais, on va voir. C'est typiquement, si je prends le cas de Tinder, j'invente là, l'utilisateur, c'est un point de données, et de ce point de données, il y a des métadatas qui le décrivent. Par exemple, le genre, l'âge, le nombre de fois qu'il est liké par jour, je dis n'importe quoi, ses hobbies, etc., ce qu'il aime. Enfin. Et puis, on va, en fonction de ces métadatas, on va balancer un nombre d'utilisateurs dits représentatifs avec de points de données dans un espace multidimensionnel où chaque dimension représente une métadata. Et à chaque métadata, tu as une valeur. Et l'idée, après, c'est de voir s'il y a des groupes qui se créent. Tu vois, des catégories, des clusters. Et ça, tu le fais en regardant, par exemple, le solver serait la méthode des plus proches voisins. Et tu vas créer des groupes. Et tu te dis, il y a un groupe où il y a plein de petits points ensemble, ça veut dire que ces gens se ressemblent, ce qui n'est pas faux. Et là, après, du coup, quand ces gens se ressemblent, tu vas dire, si la majorité des gens ici ont plutôt aimé tel profil, il y a de fortes chances qu'un nouvel utilisateur qu'on va projeter dans l'espace et qui va se retrouver dans cette classe, il y a de grandes chances qu'il aime aussi cette personne, tu vois. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc, pour le coup, oui. Et pourquoi je te donne cet exemple ? Oui, tu as des biais cognitifs en tant que concepteur et tu peux les transmettre à l'algorithme parce qu'en fait, quand tu fais de l'apprentissage automatique, le biais, il va être défini dans les données que tu vas utiliser pour entraîner l'algorithme. Je m'explique. Quand je prends l'utilisateur et que je définis ses métadatas, tu vois, déjà, dans le choix des métadatas, qu'est-ce que je choisis ? Déjà, je peux introduire un biais. J'oublie des choses. Je te donne un seul exemple qui ne s'applique pas pour les applications de rencontre, mais dans d'autres cas, tu as des gens qui disent, mais pour éliminer les biais de genre, c'est facile, t'enlèves le genre des métadonnées. Sauf que là où c'est faux, c'est que par exemple, si tu demandes le métier des gens, le métier étant dans encore beaucoup de cas très genré, implicitement, tu donnes le genre des gens. Pareil, il y a des gens qui vont dire, pour éliminer les biais d'origine sociale, facile, tu ne demandes pas le niveau d'éducation des gens ni le job. Faux, parce que si tu leur demandes le code postal, on sait aussi que par le code postal, tu peux connaître statistiquement certaines origines. Et donc en fait, tu dois faire très attention au type de métadata que tu choisis, premièrement. Deuxièmement, c'est où est-ce que tu vas collecter les données. Par exemple, si tu prends, dans le cas des applications de rencontre, si tu prends ton jeu de données utilisateur sur lequel tu vas créer ton algorithme, si tu prends des utilisateurs qui sont tous, j'exagère, mais qui habitent tous Paris 5e, tu risques pas d'être représentatif de la population française. Non. Tu vois. Et donc, après, c'est les questions que tu te poses. Après, il y a, une fois que tu as entraîné ton algorithme, comment tu le valides ? Comment tu vas le communiquer ? Comment tu vas créer une interface graphique qui va faire que les utilisateurs vont pas utiliser de manière biaisée les choses, tu vois ? Ou encore, d'aller tester l'algorithme une fois qu'il est utilisé. Et c'est ce que font les plateformes, mais souvent elles le font pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça peut créer du revenu. Mais il faut aussi regarder les biais. Donc oui, nous on a des biais cognitifs, on les transmet aux choses qu'on écrit, qu'on conçoit, qu'on fabrique, même à la main. Un algorithme en fait partie, on conçoit quelque chose et donc il faut faire très attention à ça et le moyen de prévenir ça ou d'empêcher sa propagation, c'est ce que j'appelle la gouvernance, c'est-à-dire de faire une gouvernance algorithmique d'IA, ça veut dire d'avoir les bonnes pratiques de conception, de développement, de choix des données, de test de ces données, ce qu'on appelle de l'échantillonnage. Ça va être aussi tout simplement un truc tout bête, moi dans ma méthode de gouvernance que j'ai appliquée dans ma boîte, c'est correctement formuler le problème auquel que tu souhaites résoudre. Parce qu'en fait, je me rends compte que si tu mets que des scientifiques et des ingénieurs pour poser le problème, le problème est peut-être pas le bon. Et qu'il faut aller voir les gens. Alors tu vas me dire, une application de rencontre, c'est quoi ? C'est trouver le grand amour ? Je suis pas sûre que ce soit le problème qu'ils aient mis sur le papier. Je suis pas sûre. Ah non ? Non, parce que l'algorithme, il fait pas ça. Tu vois ? Je pense que ils ont dû... La question à laquelle répondre, c'était... Je pense, c'est... suggérer des profils à la personne, je dis n'importe quoi parce que j'étais pas là, mais je dirais, au regard de leur modèle économique, c'est suggérer des profils à la personne pour que la personne reste plus longtemps, soit satisfaite, et puisse à un moment donné avoir des matchs qui lui permettent en fait d'explorer le champ des possibles et possiblement trouver quelqu'un. Mais c'est différent de trouver l'amour, alors que beaucoup d'applications vont dire vous trouvez le grand amour sur... Est-ce que mécaniquement, enfin c'est ce que tu disais un petit peu, mais j'ai l'impression que mécaniquement, et de manière contre-intuitive, les apps de dating t'empêchent
de tomber amoureux parce qu'en tout cas, ça, je pense que Ouais, c'est je suis particulièrement assez vrai d'accord. chez les hommes. Moi, je suis jamais tombée amoureuse. Enfin, je sais pas toi. Mais Mais je dis pas que ça arrive pas. Hein, est-ce que je suis jamais tombé amoureux? Je sais pas. J'ai rencontré des gens, pas des Ah apps. oui, moi j'ai rencontré des gens. Ouais. Tomber amoureux, je sais pas. Mm. Pas que je sache, non. Mm. Pas encore, en tout cas. Mais est-ce que parce qu'en fait, là, comme c'est dans un modèle consommatoire, Ouais. consumériste, Oui, consumériste. Oui. par définition, ça ne t'aide pas. Parce qu'en fait, je pense que tu tombes amoureux aussi. Et tu vois, on revient sur cette idée de The One, quand tu as Bien l'impression sûr. que la personne que tu as rencontrée, c'est genre une perle très rare. Sauf Oui. que si on t'en propose 15 à la journée, bah du coup, t'as pas l'impression qu'elle est vraiment très rare, puisque en fait, on t'en propose d'autres. Donc, par Et- définition, Ouais, je suis d'accord. ça t'entraîne pas à te stopper sur une personne. Et d'ailleurs, Ouais. pardon, T'as je fais une raison. question, enfin, je fais une remarque un peu longue, mais Scott Galloway, donc que tu connais, Qui a travaillé sur la question du choix. voilà, ouais, bien sûr. et Scott Galloway C'est dit, passionnant, hein, son livre, hein, sur le paradoxe du choix. exactement. Mhm. Et ce qu'il dit sur le dating en particulier, c'est que il y a en gros 20% des mecs qui ont craqué le truc et qui ont fait donc une multitude de choix, D'accord. et puis 80% des mecs qui sont dans la galère, en gros. Ah, c'est ça le ratio. C'est marrant. Enfin, ça fait... ce gars, je sais pas. Ah oui, c'est d'accord. ce qu'il dit. Moi, D'accord. je ne fais que répéter. Mhm. Et pour ces 20% de mecs qui du coup attirent beaucoup de femmes, qui sont sans doute promus énormément par les algos, bah du coup en fait c'est des mecs qui ont énormément de choix et ça les invite pas vraiment à se. Et je connais pas mal de mecs qui sont dans cette dynamique Ah ouais. à s'arrêter, tu vois, quelque Ah, part je sur comprends. quelqu'un. Ils sont dans Ouais. Ah, c'est vraiment dans un intéressant. truc hyper consumériste. Mhm. Et un peu malgré eux, parce qu'en fait, quelques amis à moi me disent de manière très sincère qu'ils ont envie de se poser, mais quand j'observe, tu vois, la manière Leur dont ils se comportement. comportent, Ouais. bon, bah, clairement, ils n'ont pas du tout envie de se poser. Parce que Mais, sinon, mais ils- l'application ne les encourage et pas. en fait, ouais. c'est ça, les applications, Ouais. c'est pas que ça t'encourage pas, c'est pire, c'est que ça t'invite à faire l'inverse. Ouais, c'est pas faux. J'ai l'impression. Ah ouais. Et du coup, ça peut possiblement changer ton comportement dans le monde organique, dans la sphère. Exactement. Parce que pourquoi t'arrêter quand tu peux avoir. Ouais. En fait, il y a vraiment ce truc de. Mais puis t'as le FOMO, tu vois. C'est ça. Ouais. En fait, tu t'arrêtes que quand tu as l'impression que tu as trouvé quelqu'un d'exceptionnel. Mais c'est vrai que si on te propose des gens avec le même profil ou peut-être mieux, ou j'en sais rien, à longueur de journée, bah, du coup, cette personne, elle perd de sa qualité spécifique. Tu vois ce que je veux non, dire? mais je comprends. Et puis, moi, je trouve pas. Encore une fois, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Moi, Oui, bien sûr. Ah non, mais je suis pas en train de juger, c'est pas un jugement de valeur. Mais moi, tu vois, en one-to-one, quand les gens me disent tu crois que je devrais continuer, je dis sors de ces applications, quoi. Je le dis vraiment. Enfin, vraiment, je leur dis. À mes amis, tu vois. Parfois, il y a des lecteurs aussi, c'est drôle. Alors, plutôt des lectrices qui me disent, voilà, mais sur une application, vous en pensez quoi? Je dis, bah, vous en pensez quoi? Et tu vois qu'en fait, sa dignité est remise en question, qu'elle se sent pas bien, que ça la saoule, qu'elle perd son temps. Les hommes aussi, hein. Et moi, je dis, bah, sortez de cette Mais le problème, application. c'est qu'on ne sait plus faire autrement. Alors, Parce que les hommes se sentent un peu restreints. Mais d'une certaine tu manière. sais, je vais te dire, moi je pense que c'est vrai que c'est un point qui est un peu compliqué de l'humanité. Moi je dis souvent, ma grand-mère, elle avait du mal à lire et elle a pas eu d'éducation et elle voit sa petite fille qui a complètement, tu vois, il y a quand même un changement profond dans l'évolution du statut économique, social, culturel des femmes. Et donc par conséquent, il y a eu aussi de la transformation chez les hommes qui dû à l'émancipation et à plein d'autres choses, pour certains se sentent perdus. Ils disent pas je suis perdu. Moi je leur reproche de pas dire je suis perdu, ils disent on peut plus rien faire. Je dis mais si tu transformais cette phrase en je suis perdu et si on travaillait ensemble, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui vont dans les extrêmes, bien sûr qu'il y a des gens qui vont attaquer et faire des procès en diffamation sur un comportement alors que la personne veut juste savoir si, tu vois, veut essayer de connaître. Enfin bon. Mais en fait, et qu'il faut pas avoir des micro-agressions partout. Cela étant dit, il y a aussi des micro-agressions, il y a des comportements désagréables avec à mes yeux un manque de décence, mais en fait il faut juste en parler, tu vois. Moi quand les hommes, moi je veux dire j'accepte pas ce que j'appelle la politique du ouin-ouin, tu sais le ouin-ouin, je pleurniche. Moi quand on me dit ouais on peut plus rien faire, je dis attends, donne-moi un exemple concret. Et moi je dis à ces mecs, si vraiment une fille te plaît, tu lui dis, elle ira pas te rembarrer, je te promets. Faut juste, il y a une manière de faire, il y a une manière de dire, il y a et c'est certainement pas en envoyant une dick pic. Alors maintenant les hommes me font plus depuis l'histoire de Benjamin Griveaux, mais tu vois ce que je veux dire, c'est voilà, et je vais te dire, on est à un point où il y a beaucoup de choses qui bougent, où parfois t'as l'impression que ça va dans les extrêmes, qu'on revient en arrière, tout ça, mais je pense qu'on va tendre vers un équilibre stable, tu vois, et qu'il va falloir un petit peu de temps, mais on va y arriver.
Mais il faut, et je suis désolée, je le dis, et ça c'est mon expérience personnelle aussi et de ce que je vois autour de moi, c'est que il va falloir aussi, je suis désolée, mais que les hommes hétéros en l'occurrence, dans ce qu'on parle, il va falloir qu'ils fassent un travail aussi, tu vois, sur eux-mêmes, parce que clairement, si tu veux, la société va vite et que voilà, le monde a été fait pour eux quelque part, tu vois. Alors pas tous les hommes, tu vas me dire oui, mais t'as des hommes qui sont dans les milieux défavorisés, c'est pas vrai. Oui, d'accord, mais le monde a été quand même fait plus pour eux, dans une catégorie socio-culturelle, plus pour eux que pour les femmes de cette même catégorie, si tu veux. Et donc, depuis l'histoire de l'humanité, donc c'est un grand renversement qui se passe et qu'il va falloir qu'on avance ensemble, mais il va falloir que chacun fasse un pas. Et donc, il faut qu'il fasse ce pas aussi, tu vois, et ne pas être dans cette politique du ouin-ouin. Et ça ressemblera à quoi, ce pas ? Ah bah, c'est un monde, à mes yeux, harmonieux, où les femmes pourront draguer, les hommes pourront draguer. On pourra non pas se prendre des râteaux, mais se dire bah tu ne m'intéresses pas, ce qui est différent d'un râteau où ça peut être assez violent dans la manière de faire. On n'aura plus de ghosting, j'en parle dans le livre aussi du ghosting, mais c'est quand même la plus grande preuve de lâcheté, tu vois. Moi je suis la championne de la fille ghostée. Alors, chaque fois je dis ça, et chaque fois je me dis non mais c'est moi en fait, tu vois. Et en fait c'est assez horrible en fait. Et j'ai appris, après avoir écrit le livre, malheureusement j'avais pas lu ça avant, qu'on observe aujourd'hui. Tu sais, le ghosting, c'est quelque chose qui arrive en très début de relation, moment de flirt, que maintenant, il y a du ghosting au bout de 1, 2, 3 ans de relation. Et là, pour le coup, je trouve que c'est d'une violence. Horrible. Mais horrible. Ah non, mais c'est horrible. Ça m'est jamais arrivé pour le coup. Ah ben non, moi non plus. Oui, non, pas du tout. Mais je me dis, mais c'est horrible, tu vois. Et moi, on m'a souvent reproché d'être trop honnête. Parce que alors, j'ai un côté un peu nerd ou sans filtre, tu vois. Et je dis les choses. Et d'ailleurs, j'ai une amie à moi, elle se reconnaîtra, elle me dit... c'est pas parce que tu le penses qu'il faut le dire, tu vois. Et moi je dis les choses, quoi. Je dis bah oui, mais c'est la vérité, je le pense, et je pense toujours mettre les rondeurs, et ouais, c'est un truc, ça plaît pas forcément en fait. Et donc limite, si certains aimeraient être ghostés, mais je leur dis mais tu sais, c'est horrible en fait, tu vois, parce qu'ils veulent pas forcément qu'on dise les choses non plus, tu vois. Moi je suis là, bon bah voilà, ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas parce que, tu vois, tu expliques. Ah oui. Moi, c'est ça qui me manque mais souvent. Mais ça veut pas dire que c'est la faute de l'autre. Je te fais pas le coup de c'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas ça que je dis. Je dis, c'est que il y a des moments dans la vie où t'as des choses dont t'as envie, t'as des choses dont t'as pas envie. T'as des schémas répétitifs que tu reproduisais donc dans le passé que tu veux plus reproduire. Et puis parfois t'as des choses qui plaisent pas, qui plaisent. Voilà, c'est tout. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est quand les gens m'expliquent pourquoi, tu vois, ça les intéresse pas. Bah toi, oui, mais c'est dur de recevoir aussi. Ouais, c'est peut-être. Tu vois, je sais pas, moi je trouve ça plus clair. Mais... Bah moi aussi, mais bon, après c'est moi, tu vois, mais je supporte pas le ghosting en fait. C'est horrible. Je trouve que c'est d'une indécence et d'une lâcheté. Je suis intolérante. À quoi ça ressemblerait une application qui serait éthique pour toi ? Bah déjà, c'est une application qui te promet pas des choses qu'elle ne peut pas faire. C'est-à-dire, elle ne peut pas te promettre le grand amour ou la grande relation passion et autres. C'est une application qui te donnerait ses résultats statistiques assez régulièrement sur qui match avec qui s'inscrit. Ouais. Comme ça, tu sais qu'est-ce qui se passe sur cette application. C'est aussi une application qui serait peut-être qui serait à protéger les utilisateurs de comportements qui vont à la dérive, et ça c'est arrivé maintenant. C'est pas le cas ? Si, c'est arrivé, mais c'était pas le cas avant. D'accord. Mais tu vois, t'as même des applications, si tu veux, je ne sais plus le nom, c'est une application qui avait été développée par une femme aux États-Unis, et je trouvais ça hyper intéressant. Déjà, ce sont les femmes qui peuvent... Bumble. Voilà, qui peuvent... c'est américain, ouais. Américain. C'est la meuf du mec qui a créé Tinder. Ah, c'est ça, quand ils sont séparés. Donc, c'est la femme qui doit aller parler... Il n'y a que la femme qui peut parler à l'homme. La conversation. Et lorsqu'il y a tu peux reporter, alerter des comportements, tu vois, que tu trouves inacceptables, et l'application le prend vraiment au sérieux. Les gens vont se dire que je suis expert des apps de dating. Mais oui, c'est ça, je me dis, putain, t'es plus expert que moi. Non, mais j'ai fait la strat de Bumble en France. Ah oui, c'est vrai, t'avais fait la pub, j'avais adoré les pubs d'ailleurs. Je les ai montrées récemment à un ami et moi, je trouve ça très très drôle. Pour la petite histoire. Et c'est très très drôle, c'est très très drôle. Je me souviens de les pubs, ouais. Genre ça ne va pas que dans un sens, ou je me souviens très bien des pubs. On a mis des emojis entre. J'adorais, c'était passons, mais c'était très drôle. Je crois que c'est avec la campagne de pub que sur laquelle tu avais travaillé, que j'ai découvert la symbolique de l'emoji aubergine. Exactement. Et j'en parle dans le livre, je dis moi je comprenais pas ce que ça voulait dire. Voilà. Tu vois ma naïveté, bref. Mais non, mais tu sais, pour moi, le sujet des applications de rencontre n'est pas différent d'un réseau social. C'est-à-dire que à partir du moment où ils ont le même modèle économique, ils ont la même éthique.
Et donc, moi je dis souvent, c'est-à-dire que le modèle économique de l'attention n'est pas le seul modèle, et c'est à mes yeux un très mauvais modèle parce que pas durable, on le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ça marche plus trop bien, t'as la loi qui tombe dessus, t'as les gens qui se rebellent, etc. Tu as des cas de dérive de santé mentale, d'addiction et autres. Donc c'est pas tenable. Et donc ça veut dire proposer un modèle économique plus éthique. Ça veut possiblement dire peut-être se faire moins d'argent, peut-être proposer des options payantes, ce qui existe par ailleurs pour les applications de rencontres, mais voilà, d'être un peu plus soucieux de son utilisateur, de son bien-être et de l'information qu'il a entre les mains. En fait, les applications, arrête-moi si je me trompe, mais pour moi, les applications de dating, les seuls bumps que je vois, c'est-à-dire les options payantes, sont des options de quantité. C'est-à-dire que on te propose de payer pour que ton profil soit plus vu pendant X minutes. On te propose de payer pour, j'en sais rien, je sais pas exactement tout ce qu'on te propose de payer, mais en tout cas, c'est toujours dans la quantité, mais pas dans la qualité. C'est vrai. Après, tes applications qui sont par défaut payantes. Oui, et d'autres, voilà. C'est à ça que je pensais, en fait. Et puis après, t'as aussi, alors ça, pour le coup, c'est très narcissique, mais c'est pour ça que ça marche aussi. C'est ça aussi, ces applications, elles jouent avec nos failles, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est normal d'être narcissique, sinon on serait pas en vie. C'est notre survie aussi, dès la plus tendre enfance, d'aller charmer celui ou celle qui s'occupe de nous. En fait, tu peux aussi payer pour connaître exactement qui t'aime. Oui. Tu vois. C'est quand même très narcissique. Et donc, pour moi, il y a un travail à faire. Il y a des applications qui sont bien mieux que d'autres, parce qu'elles ont été pensées différemment, mais voilà, n'oublions pas que ça fonctionne comme un réseau social classique basé sur un modèle économique de l'attention. Et voilà, il faut pas l'oublier. Et puis, tu sais, il faut aussi, moi, c'est un truc que je défends, c'est que ces sociétés devraient partager publiquement leur type de gouvernance qu'elles ont, les principes sur lesquels elles s'appuient pour concevoir leurs outils, comment elles testent leurs jeux de données, comment elles les collectent, comment elles testent leurs algorithmes. Ça, pour moi, c'est un comportement éthique responsable qui, en plus, est à mes yeux un différenciateur économique. C'est-à-dire que je suis certaine que si tu arrives en disant, moi, je vais t'expliquer comment je développe, alors je donne pas les secrets, bien évidemment, parce que ça, c'est ton IP, c'est ta propriété intellectuelle. Mais je te dis, moi, je vais t'expliquer comment je teste mes outils. Et je vais te montrer, en fait, que mon outil, je peux pas te dire qu'il y aura pas de biais ou il y aura pas de discrimination. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai mitigué à fond le risque en ayant des bonnes pratiques, des bons principes, en travaillant main dans la main avec les utilisateurs, avec les gens du métier. Tu vois, par exemple, ils le font certainement pour certains, mais tu vois, quand tu développes une application, si moi je devais développer une application de dating, clairement, si tu veux, j'aimerais travailler main dans la main avec des psychologues, avec des sociologues, avec des sexologues, avec des médecins spécialistes du domaine, tu vois, pour essayer de comprendre aussi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, peut-être détecter des signaux faibles ou forts de possible addiction pour essayer, tu vois, mais tout ça, c'est revoir complètement aussi le modèle économique. Tu vois. Complètement. C'est tellement compliqué les apps de dating qu'il y a de plus en plus de gens qui se détournent vers des robots sexuels ou qui tombent amoureux d'IA ou en tout cas qu'ils ont du compagnonnage. France, mais oui, on en a un peu. Ouais, on en a. Surtout des chatbots, on a ça. C'est ça. Ouais. Ou qui vont utiliser ChatGPT et qui vont créer une relation tellement dense que du coup ils ont moins besoin. Ouais. Entre guillemets. Tu sais que j'ai un ami hier que j'ai vu, que je cite pas, c'est un très bon ami qui a passé un moment un peu difficile dans sa vie récemment et qui m'a dit, tu sais, je me suis vue, Aurélie, à échanger avec ChatGPT. Alors ça peut être ChatGPT ou un autre, c'est pas le... et il me dit, et je lui posais des questions, il répondait. Alors déjà, on anthropomorphise l'objet en disant il répond, l'outil génère une réponse. Et il me dit, et j'avais l'impression qu'il me comprenait et ça m'a fait du bien. Et je lui dis, écoute, si ça te fait du bien, ça te fait pas de mal. Par contre, il a eu très peur, il m'a dit, parce que quand même il réfléchit, tu vois. Il me dit, ça me fait très peur parce que je commençais à m'attacher à l'objet. Et je dis, alors, c'est là où tu as raison. C'est que, en effet, comme tu le dis, Greg, c'est que ces outils peuvent aussi créer... Alors c'est marrant parce qu'il y a un concept sur lequel je travaille en ce moment et avec le professeur Marc Esposito où on dit, d'un modèle économique de l'attention, on va vers un modèle économique de l'attachement. Où en fait, on va créer de l'attachement pour attirer les gens. Tu vois. Et c'est cet attachement qui va faire, on va pas attirer ton attention, on va attirer ton attachement à un objet qui fait que tu vas vouloir interagir avec l'objet plus souvent et plus longtemps. Et en fait, c'est intéressant parce que ça crée un attachement émotionnel qui ne doit pas exister. Tu peux m'expliquer ça un petit peu? Je suis hyper intéressé de comprendre. Alors, on travaille dessus en ce moment, donc du coup, c'est pour ça que j'en profite. Mais en fait, l'idée, c'est de dire, un outil d'IA, et ça pour le coup, c'est pas nous qui l'avons inventé, tu peux créer
une émotion spontanée envers une machine, que ce soit un chatbot, un robot, un algorithme, peu importe. À partir du moment où cette machine, ce robot, cette IA a des caractéristiques anthropomorphiques, à savoir ressemblant à l'humain. Ça peut être les mots utilisés, ça peut être l'apparence physique, ça peut être pas mal de choses. Le ton aussi, de la voix, c'est une voix de synthèse, un peu bien synthèse ou un truc qui est très humanisé. Et en fait, donc ça a un nom, ça s'appelle l'effet Elisa, j'en parle un peu dans le livre, c'est le nom du premier chatbot à l'écrit qui a été développé par le professeur Weizenbaum et son équipe en 66-67 au MIT. Et ce robot faisait deux choses. Alors ce chatbot à l'écrit qui faisait des choses très simples, tu te souviens, hein. Il faisait deux choses pour que les gens sachent. Donc c'était une expérimentation où en fait le chatbot était là pour échanger à l'écrit avec des patients en psychothérapie qui savaient qu'ils échangeaient avec un chatbot quand même. Et le chatbot ne faisait que deux choses. Là, parce qu'il n'y avait pas d'IA, si tu veux. Oui, deux choses, il y avait deux règles explicites vraiment idiotes. La première, c'était de reformuler les déclarations du patient sous forme de questions. Par exemple, quand un patient disait « Petit, je ne m'entendais pas avec mon frère », le robot, le chatbot, répondait, générait la réponse. Alors, ça marche très bien en anglais, ça marche moins bien en français. « Petit, virgule, vous ne vous entendiez pas avec votre père, point d'interrogation. » Votre frère, pardon. Donc, tu interroges, tu vois, donc tu as l'impression qu'il y a une interaction. Et le deuxième chose, c'est que le chatbot écrivait ponctuellement, régulièrement, « Je vous comprends ». Et au bout de certains échanges, la majorité des patients avaient l'impression que le chatbot les comprenait et du coup créait de l'attachement avec ce chatbot. Et c'est pas du tout ce à quoi s'attendait l'équipe du professeur Weizenbaum. Et du coup, à partir de ce moment-là, si tu veux, ils ont décidé d'appeler d'effet Elisa, du nom de ce chatbot, un effet d'émotion spontanée envers une machine, un robot, une IA, qui possède des caractéristiques anthropomorphiques similaires à l'homme. Donc une fois que tu as compris ça, ça peut être dangereux, ça. Alors, ça peut être intéressant, par exemple, pour traiter certains isolements ou pour encourager un enfant malade à prendre ses médicaments. Il pourra avoir une peluche qui vient lui parler, lui dire « prends tes médicaments », enfin, tu vois. Mais ça peut aussi, donc, il peut y avoir des fins thérapeutiques, il peut aussi avoir des fins destructrices, addictives, d'isolement. Et en effet, en Europe, on a eu un cas en Belgique, il y a 2 ans, je crois, d'un homme père marié, qui s'est suicidé après avoir échangé longuement plusieurs mois avec un agent conversationnel qui n'était pas ChatGPT, c'était autre chose, il y en a plein d'autres, et qui en fait, témoignait de son mal-être à un moment donné et de dire mais est-ce que cette vie mérite, je te la fais grosso modo, mais est-ce que cette vie mérite d'être vécue, quoi, tu vois. Et le chatbot lui dit ah oui, en effet, c'est une bonne conclusion, tu vois, un truc comme ça. Il y a eu un cas d'un jeune adolescent aux États-Unis l'année dernière qui s'est suicidé pareillement. 14 ans. Voilà, et qui avait l'impression de créer qui avait cette impression sincère, de créer un lien d'attachement et sentimental avec un chatbot, et systématiquement ces personnes s'isolent. Et ça m'a fait penser au livre que je cite aussi dans le livre de Sherry Turkle, Alone Together, Seul ensemble, qui exprime ce paradoxe. Elle a écrit il y a un petit moment déjà, où elle dit on n'a jamais été aussi connectés dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais été aussi seul. Et parfois, on peut être à 2 dans une pièce. C'est Esther Perel qui dit ça. Esther Perel a dit ça, ouais. Où en fait, c'est une que je cite aussi dans mon livre. Solitude paradoxale. C'est-à-dire qu'en fait, tu es à 2, ou une présence paradoxale. Je ne sais plus si c'est solitude ou présence paradoxale, où tu es 2 dans la même pièce, mais en fait, tu es extrêmement seul parce qu'il y en a un des 2 qui est sur son téléphone. Ah, mais ça, on l'a tous vécu. Oui, bien sûr. Moi d'ailleurs, pour tous les gens qui nous écoutent, moi je râle quand quelqu'un pose son téléphone alors qu'on est en train de déjeuner ou de dîner. Ça même inversé. Pardon ? Même écran sur la table. Ah ouais, non, mais j'aime pas. Non. On est ensemble, il faut être épicurien, il faut être en harmonie avec son temps présent, tu vois. C'est ça aussi, c'est que ces outils, et moi je les défends parce que je développe ces outils, tu vois. Ouais. Mais il faut surtout pas qu'ils nous détachent du temps présent. On a tendance, tu sais, j'en parle aussi dans le livre, c'est parce que ça ne parle pas que des applications de rencontre, ça part de l'amour de soi, l'amour de l'autre, et de l'amour de la vie en général. Et c'est très intéressant parce que ces outils nous servant nous et uniquement nous, en nous proposant du service personnalisé, des contenus personnalisés, donc on devient hyper narcissique. Et ça, c'est aussi Evalous qui en parle un peu dans Apicratie. Il y a aussi ce côté où, par ces technologies, on veut tout de suite. Donc on perd le plaisir différé, qui est un concept de Platon, qui est de dire, parfois l'attente, elle est peut-être tout aussi jouissive et peut-être plus que le moment. Tu sais, on a tous hyper excités avant les vacances, tu vois, avant un voyage, où on est tous hyper excités. Et parfois le voyage, il est sympa, mais il est peut-être moins sympa que l'attente. Ouais. C'est pour ça, par exemple, quand les gens me disent, je vais faire une surprise à mon ami, c'est pas que j'arrive, je dis, tu sais, tu lui empêches d'avoir le plaisir différé. Tu lui enlèves le meilleur moment qui est l'attente. Ouais. Donc je veux pas qu'on me fasse de surprise. Voilà. Est-ce que ça a modifié notre rapport à soi-même, les apps de dating, tu dirais ? Ouais, parce que on est plus narcissique. Mais moi la première, c'est un Et puis les réseaux sociaux en général, on est plus narcissique. On veut tout de suite. On s'éloigne de l'amour de l'autre, d'agapé, l'amour inconditionnel de l'autre, et on pense
que le bonheur passe par l'amour qu'on porte sur soi. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'est jamais autant aimé de l'humanité, soi-même. C'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le bonheur passe par l'amour de l'autre. Tu vois, on dit souvent, tu es plus heureux en donnant qu'en recevant, par exemple. Et du coup, l'altruisme, l'amour de l'autre, qui a donné l'amour chrétien, enfin, tous ces concepts-là, on a tendance à s'éloigner. Donc, la figure de l'amour d'Agapé, dont parle Platon dans le Banquet, parce que j'ai lu plein de trucs. J'imagine. Ça m'a tellement passionnée. Et c'est intéressant parce que ce livre aussi et tout ce que j'ai pu lire me fait prendre conscience du fait que les questions qu'on se pose aujourd'hui au temps des IA et des algorithmes sont en fait des questions qu'on s'est posées dans le passé, mais avec des médiums différents. Et de ce fait, je pense que les questions qui se sont posées, les réponses ou les éléments de réponse qui ont été apportés doivent être aussi réexplorés ou réexploités aujourd'hui pour trouver en fait des solutions. Tu vois, les problèmes ne sont jamais complètement nouveaux. Tu vois, je veux dire, les problèmes de discrimination, les problèmes de distinction, les problèmes d'injustice, les problèmes d'amour de soi versus amour de l'autre, c'est des choses, tu vois, qui ont toujours un peu existé, mais sous des formes différentes, avec des médiums différents, et donc il faut, tu vois, je veux dire, tu le vois dans le livre, hein, je cite beaucoup de philosophes grecs, tu vois, il faut revenir en arrière, quoi. Ouais, en fait, c'est ça moi je trouve que cette période un peu chaotique, elle invite beaucoup un retour à la philosophie, parce que finalement, complètement. on se sent perdu, mais en fait, il y a des questions récentes qui sont finalement des problématiques anciennes. Complètement. Donc, on est dans un contexte différent, avec mais par contre, les questionnements redeviennent les plus basiques. Complètement d'accord. Sur à quoi sert la vie, c'est quoi le sens de la vie, comment je profite, enfin, tu vois, qui sont des questionnements très anciens finalement. Et je vais dire un truc qui peut paraître politiquement incorrect, mais quand je vois beaucoup de livres sur le développement personnel qui, pour la plupart, à mes yeux, sont un peu bullshit et d'autres qui sont vraiment très bien, mais qui sont noyés dans une masse de livres qui sont pas bons, voilà. Mais t'as des livres très bien et puis t'as des livres qui sont très mauvais. Et je trouve qu'on n'arrive pas à bien faire la distinction. Et en fait, enfin, moi je la fais, mais tu vois ce que je veux dire quand tu t'intéresses pas au sujet. Et c'est intéressant parce que moi, je dis toujours aux gens, en fait, si tu veux vraiment faire du développement personnel, il faut choisir les bons livres déjà, mais il faut aussi revenir à la base. Tu vois, la philosophie grecque, ou même la philosophie plus ancienne, ou les philosophes au cours du temps, même les siècles des Lumières, tu vois, t'apportes des éléments et te permet aussi de te comprendre, tu vois. Et tu vois, par exemple, quand tu prends des philosophies religieuses, elles s'appuient beaucoup sur la philosophie grecque, en fait. En réalité, bien sûr. C'est intéressant. Et donc, moi, je dis toujours, tu vois, je fais très attention, tu vois, aux gens qui disent apporter des réponses nouvelles et en fait, je dis, en fait, ça a été étudié, tu vois, et après, t'as de l'appropriation d'idées ou qui me gênent un peu, ou, tu vois, il y a des choses, tu peux quand même citer Platon, ou, tu vois, ou Descartes, quoi. Enfin, et parce que tu disais tout à l'heure, les apps de dating, quittez-les plutôt, c'est ce que tu... Pardon ? Tu dis plutôt de quitter les apps de dating d'une certaine manière. Je le dis en one-to-one parce que, tu vois, il y a des gens qui trouvent leur plaisir, leur bonheur, et tant mieux. Mais en fait, tu vois la différence entre des gens qui veulent être spécifiquement et explicitement dans cette consommation et de cette accumulation, et en effet, ils ont trouvé leur joie idéale. Quand tu vois des gens qui veulent trouver le grand amour, ou pas forcément le grand amour, mais trouver une relation, d'avoir une relation sympa, c'est pas forcément l'endroit où aller, tu vois. Mais si on est dans une situation où les hommes ne draguent plus dans la vraie vie... Mais ils vont se remettre. Déjà, il y en a qui draguent, c'est pas vrai. Il n'y a pas que on drague, tu vois. Non. Vas-y, je te laisse finir. Je devrais pas t'interrompre, on n'interrompt pas les hommes, pardon. J'ai dit ça l'autre fois. J'ai dit pardon, je devrais pas interrompre les hommes. Non, j'allais dire, est-ce que c'est une invitation à ce que les femmes prennent le lead dans les bars, tu vois, qui est pas un truc très... En tout cas, en France, tu vois, on n'est pas en Suède ici. En Suède, c'est plus courant, mais en France, c'est pas trop finalement. Moi, j'ai pas cette vision-là. Moi, je me dis, il y a pas un genre qui doit prendre le lead, sinon t'es en train de recréer une distinction de genre. Non, mais au moins, moi, je me dis, être dans une forme d'égalité. Voilà, il faut qu'on soit dans une forme d'égalité. Moi, je ne sais pas exprimer un mec qui me plaît, du coup, je lui dis. Tu vois, c'est un peu... Non, mais je sais, mais je suis une grosse nerd, non, mais j'assume, c'est pas un problème. Et voilà, donc tu vas le voir et tu dis, vous me plaisez, monsieur. Alors pas vous, parce qu'en général je le connais quand même. Ah, c'est pas direct. C'est pas quelqu'un dans la rue. C'est pas non Greg, non mais non parce que alors pour le coup en plus je suis sapiosexuelle donc j'arrive pas à être attirée par une attitude. Moi par exemple, mais ça c'est hyper cliché hein, mais moi il y a eu j'ai rencontré des hommes, ceux qui sont des copains par ailleurs, ceux ils sont, je devrais pas dire ça, mais ils sont physiquement pas très attractifs, mais ils sont tellement drôles et ils me font tellement rire, mais ils ont des c'est impressionnant, tu vois, ils arrivent à charmer des femmes et tout, et en fait moi je peux être
hyper sous le charme d'un mec qui est drôle et tout, peu importe le physique, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse, ou un mec qui est cultivé, intéressant et tout. Mais je lui dis pas comme ça tout de suite, je lui dis au bout d'un certain temps, tu vois, je suis pas non plus. Oui, d'accord. Mais ouais, moi j'ai tendance à le dire, mais je pense qu'il faut que il faut qu'on s'autorise tu sais quoi, en fait, il faut accepter la vulnérabilité, et le fait de dire à quelqu'un tu me plais, ça veut aussi accepter que l'autre te dise tu ne me plais pas. Or, quand tu dragues un peu poussif, si la personne dit non, bah on a tous entendu le truc, oh ouais putain, salope, voilà, salope m'a dragué. Non, pas du tout. Donc en fait, tu vois ce que je veux dire? Le fait de dire tu me plais, ça veut aussi accepter d'avoir la réponse tu ne me plais pas. Et c'est dur, en fait. Donc je pense qu'il faut accepter cette sorte de vulnérabilité que je trouve est un certain charme de la vie, parce que c'est comme ça aussi que, enfin, c'est quand même plus sympa de voir ça que des rapports de domination permanente, tu vois. C'est quand même, je pense, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile à prendre. Non, c'est pas facile. Parce que du coup, tu te mets en risque. En fait, tu te mets en risque de rien du tout. En réalité, c'est une personne que tu connais pas mais oui, c'est ce que je dis tout le temps. Et puis le monde va pas s'arrêter de tourner. Mais je dis ça, je le fais pas. Hein. Non, voilà, ce que j'allais dire, ouais. Non, mais le monde va pas s'arrêter de tourner. En soi, faut jamais le prendre personnellement. Alors, quand je dis ça, on me dit, mais c'est comme il te le dit à toi, quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas moi. C'est juste que. Il te connaît pas, donc. Il me connaît pas. Ou peut-être qu'il en a pas envie. Ou peut-être parce que il y a plein de raisons, quoi. Tu vois. Exactement. Et voilà. Enfin, je pense que ouais, il se passe beaucoup de choses en ce moment, et les applications de rencontres donnent l'impression que c'est plus simple, et je pense que c'est pas le cas, et qu'il faut sortir de cette simplicité apparente. Tu dirais qu'elle complexifie ou qu'elle simplifie d'une manière ou d'une autre quand même? Je dirais pas forcément qu'elle complexifie. Ce que je dis, c'est qu'elle donne l'impression que c'est plus simple, et par le simple fait que tu aies l'impression que c'est plus simple, ça rend les choses plus compliquées, parce que tu as un comportement, du coup tu dis bah c'est facile. Or il faut faire un effort. Tu as parlé à un moment donné dans cet épisode, tu parlais d'effort pour travailler la relation. C'est un effort, c'est pas gratuit. Et comme les relations d'amitié, les ruptures amicales sont parfois, à mes yeux, plus douloureuses que les ruptures amoureuses. Et par ailleurs, je trouve c'est important de dire à son ami je t'aime. Bah, tu le sais, parce que moi j'ai pas de problème avec ça, et je sais que les gens ont parfois un problème avec ça, et je pense que ça se travaille, c'est un effort. Et du coup, quand tu as un objet entre les mains où on te dit c'est hyper simple, bah tu fais moins d'efforts, et du coup tu as l'impression a posteriori que les choses sont bien plus compliquées, mais c'est juste toi qui fais moins d'efforts. Est-ce que c'est pas lié aussi à une société où on nous a, en particulier avec le digital, tu sais, on avait cette tendance frictionless, donc en fait sans friction, tu vois, toutes les applications, oui, Airbnb, Uber, etc. Donc pour les gens qui nous écoutent, sans friction, ça veut dire tout est extrêmement fluide. C'est-à-dire vous commandez une voiture. Et ce n'est absolument pas une métaphore sexuelle que tu viens de faire. Non, je rigole, c'est une blague. Ah non, pas du tout. Non, j'essayais de comprendre ce que tu disais. En fait, j'étais tellement pas à cet endroit que du coup. C'était une blague lourde, comme je peux en faire. Non, pas du tout. C'est juste que j'y étais tellement pas que je comprenais pas ce que tu disais. C'est fluide. Mais c'est fluide. Donc tu commandes une voiture, elle arrive en bas de chez toi, le mec, c'est plus du tout le cas, mais tu ouvres la porte. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc on a, et bon, pareil pour, je sais pas, pour inciter d'autres Deliveroo, plein de choses. Airbnb, etc. Tout est fluide. Et le fait qu'on te suggère du contenu avec lequel tu adhères, pour éviter toute contradiction, contrariété. Ouais. Donc en fait, on a évolué dans un monde sans friction, et du coup maintenant, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que la moindre friction nous est un peu insupportable. Ah, je suis tellement d'accord. Tu vois ce que je veux dire? J'avais fait un papier récemment, justement, dans un journal où je parlais qu'à l'ère de l'IA, on n'acceptait plus la frustration. Friction, frustration, tu vois. C'est la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais c'est similaire, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, et j'explique pourquoi tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et je pense que c'est un problème parce que ça a plusieurs conséquences. Ça fait de nous des enfants gâtés. Et je suis la première, je suis pas différente, faut pas. Ça fait de nous des enfants gâtés. Ça fait de nous des impatients. Ça fait nous qui n'accueillons pas le temps présent et qui soit regrettons le passé ou fantasmons sur le futur. Et ça peut nous rendre assez désagréables de ce fait. Et je pense que c'est vraiment particulier, tu vois. Ça fait pas des bonnes choses chez nous, parce que la frustration, le simple fait de s'ennuyer est une bonne chose. La frustration permet aussi peut-être de se progresser. Ça, et puis le plaisir différé dont tu parlais tout à l'heure. Le plaisir différé, il y a tellement de choses, quoi. Et donc, moi, j'ai envie de dire, il faut célébrer la frustration. Et tu vois bien, parce qu'à un partir du moment, quand tu rejettes ça, quand tu refoules toute forme de frustration, tu vois de ce fait autour de toi que des agressions, que des micro-agressions, tu vois. Et je suis la première à faire ça. Non, mais tu vois, par exemple, quand je te donne un exemple, je sais pas, je vais hier soir, j'étais au resto avec des amis à moi, et ça a été plus long que prévu de nous servir. J'étais frustrée, j'étais là c'est chiant et tout, et mon ami me dit mais calme-toi, c'est bon. Et je me suis dit ouais, t'as raison, c'est complètement ridicule. On a plus l'habitude. Tu vois ce que je veux dire, et c'est pas normal en fait, quoi.
On n'accepte plus d'être frustré. Et la frustration... Il y a pire, hein, c'est quand ton téléphone maintenant met 10 millisecondes alors qu'avant c'était... Enfin, tu te souviens d'Internet au tout début. Mais oui, ah bah oui, il fallait mettre le câble du téléphone et que ça fait un bip 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 c'est et ça. tout. Ouais, et en fait, ça, maintenant, on n'arrive plus à attendre. Et ouais, on est frustré quand les gens répondent pas tout de suite. Et ça nous fout la pression. Tu vois, je pense que c'est... Mais tu sais, moi, je suis pas... je suis de nature optimiste parce que pour moi, l'optimisme, c'est... Clairement, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Moi, les gens qui me disent « Oh, t'es toujours optimiste », je dis « Tu sais pourquoi ? Parce que toi, t'as le luxe d'être pessimiste. » Moi, en fait, la vie est dure, t'as des choses qui sont plus difficiles, on a traversé des choses, tu le sais, me concernant, des choses personnelles difficiles. Si t'es pessimiste, tu fais plus rien. Donc, tu dois être optimiste. L'espoir fait vivre. Tu vois, c'est un peu bateau, mais c'est vrai. Et donc, moi, je suis assez optimiste et je me dis... Oui, ouais, c'est vrai. Oui. C'est que je me dis, en fait, c'est que clairement, il y a des dérives, il y a des moments difficiles, il y a des choses qui se remettent en question, il y a une sorte d'instabilité. On n'est clairement pas... On n'est même pas en équilibre instable. Si on est dans une sorte d'équilibre, toi, tu parles de chaos, c'est un peu ça aussi, où le moindre petit changement provoque des conséquences. Et, mais je pense que, aussi... On sait de plus en plus ces choses, elles sont documentées, on en parle déjà, tu vois. Je veux dire, moi, quand j'avais parlé la première fois de biais algorithmique et discrimination technologique en 2017, personne n'en parlait. Tu vois, alors, la communauté scientifique en parlait, mais je veux dire, le grand public n'en parlait peu. Aux États-Unis, tu avais déjà Cathy O'Neill, Jabul Emini qui en parlaient, mais tu n'en avais pas tant que ça en France. Et je me suis dit, en fait, et aux États-Unis, il y a 20 ans, on n'en parlait pas, or que ça existait déjà. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, on sait les choses maintenant, on comprend, et ce qu'il faut surtout, c'est ne pas rester dans un prisme fantasmagorique ou apocalyptique, mais essayer de trouver un prisme réaliste où on explique en fait qu'il y a des solutions qui existent déjà, d'autres qui sont à explorer, et que rien n'est une fatalité, mais il va falloir aussi que chacun prenne ses responsabilités, à commencer par les propriétaires des outils que nous utilisons au quotidien. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Aurélie. Mais je t'en prie. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, tu t'en souviens peut-être pas, mais j'ai dû faire peut-être les premiers Vlan. Le quatrième. Quatrième dans ma cuisine à New York. Alors non, ça c'était même avant Vlan. C'était avant Vlan, oui. En fait, on avait fait un truc ensemble pour les gens qui nous écoutent qui s'appelait Regard croisé. Ah oui. Où on s'était dit, on faisait des Facebook Live à l'époque. Ouais, c'est vrai, Facebook was a thing. Et on avait fait le deuxième dans ma ta cuisine à New York. Ouais. Et le Vlan, j'ai fait le quatrième. Et le Vlan, c'est t'as vrai. fait le quatrième. Je vais te dire, tu pourras regarder, je suis sûre que c'est le même. Je vais dire la même chose que j'ai dit au quatrième Vlan, mais il y a des années. Voilà, tu vois. C'était 8 ans. Donc... Bah oui, mais bon. Je fais Vlan, ou je dis Vlan, aux imposteurs, à ces sophistes du débat public qui s'approprient des compétences qu'ils n'ont pas pour tirer des conclusions fallacieuses, fausses, erronées, et pour propager des contre-vérités, voire des mensonges, et qui font beaucoup de mal, en l'occurrence à la science et à la société en règle générale. Et donc, je fais Vlan à tous les imposteurs du débat public. Voilà. C'est entendu. On ne cite personne. Non, non, bien sûr. Merci beaucoup, Aurélie. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.